Bonjour et bienvenue sur True Crime. En 1978, à Paris, Sylvia, un ancien top modèle, habite avec Daniel, le plus grand marchand d'art du XXe siècle. Durant plusieurs années, le couple vit dans l'opulence, grâce à la fortune considérable de Daniel, estimée à 4 milliards d'euros. Daniel était dans les 10 premières fortunes mondiales, dépassait très largement M. Berlusconi à l'époque. Mais après 37 ans de bonheur, le conte de fées prend fin. Daniel décède en 2001, laissant derrière lui une immense fortune. Alors que Sylvia pensait garder une part de l'héritage, elle se rend compte que les enfants du défunt ne voient pas cela du même œil. Des histoires d'héritage, même dans les familles qui ont 3 francs 6 sous, ça peut déchirer les familles. Alors vous imaginez quand il y a des milliards en jeu. Alors, pourquoi les deux fils refusent-ils de partager le patrimoine familial? Quelles sont les dernières volontés de Daniel? Et qui gagnera cette guerre d'héritage? Nous sommes en 2001, à Paris. Sylvia, 68 ans, mène une vie de milliardaire. Elle vit dans cet appartement, situé dans ce quartier chic de la capitale, avenue Montaigne, à 2 pas des Champs-Élysées. Mais dans sa jeunesse, Sylvia n'a pas toujours connu la vie de princesse. Elle est israélienne et ses premières armes, si j'ose dire, elle les a fait dans l'armée. Et elle était sous-officier, je crois, de Tsahal. Elle a fait une guerre. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas une évaporée. Il y avait son côté ancien militaire qui pouvait ressortir de temps en temps. C'est quelqu'un qui savait se battre. Au début des années 60, Sylvia change de vie. La jeune femme s'envole pour les États-Unis et devient top modèle. L'univers de la jet set s'ouvre à elle. C'est quelqu'un de très agréable, très amusant, qui gravite dans ce milieu un peu people aux États-Unis et en France. L'hiver à Paris, l'été sur la Côte d'Azur, à Monaco. Et donc voilà, c'est une jolie femme, on va dire. La beauté de Sylvia ne laisse personne indifférent. Elle a 31 ans et le jour de la Saint-Valentin, elle rencontre l'homme de sa vie. Il est français, il s'appelle Daniel. Il a 12 ans de plus qu'elle, mais il est surtout le plus grand marchand d'art du XXe siècle. Elle a rencontré Daniel de manière, je dirais, fortuite par des amis, etc. Sylvia m'a toujours dit coup de foudre, amour fou, tout qui compte, et oui. Daniel, c'est l'homme aux 10 000 tableaux. Il possède une collection exceptionnelle, disséminée dans des galeries et des musées aux 4 coins du monde. Des Velázquez, des Caravaggio, des Van Gogh, des Monet, des Gauguin, des Bonnard. Enfin, vous avez absolument tous les plus grands maîtres. Vous voyez le Louvre, eh bien, on pourrait considérer qu'ils ont des tableaux exclusivement de cette qualité et pas loin de cette quantité.
Daniel, c'est l'héritier d'une vieille famille de marchands de tableaux qui est installée depuis le 19e siècle, carrément. D'origine alsacienne, installée à Paris, puis à New York. À chaque génération, on augmente le stock, on achète, on vend. Et au fait, on en arrive à une situation où on ne sait plus très bien ce qu'ils ont. Ça peut recouvrir quasiment la quasi-totalité de l'histoire de l'art depuis leur naissance. On a vraiment certains chefs-d'œuvre. Il y en avait un qui était déposé au Metropolitan Museum de New York, de très grands tableaux impressionnistes, beaucoup de peintures du 19e, de la peinture avant aussi. Enfin, bref, c'est totalement inestimable. C'est exclusivement des toiles de maître. Il était notamment en possession de grands Monet. Et surtout, c'est lui qui a rédigé le fameux catalogue raisonné de Monet, qui lui a permis d'user de ce pouvoir pour ensuite savoir exactement où se trouvaient les Monet, qui les possédait et les acheter par la suite à Un des aspects les plus connus de cette fortune, c'est le ranch au Kenya, où la famille allait passer ses vacances de Noël habituellement. Donc c'est une immense propriété. Un endroit exceptionnel où des animaux sauvages étaient évidemment en liberté, où une clinique pour les soigner avait été créée. Il faisait vivre toute la région. En plus des tableaux, Daniel perpétue une autre tradition familiale. Il voue une passion dévorante aux chevaux de course. Il possède sa propre écurie, réputée dans le milieu, avec laquelle il a remporté de nombreux prix. Et ce virus des courses, il le transmet à Sylvia. Sylvia aimait bien jouer aux courses, mais pas plus que ça. Et une fois qu'elle a rencontré Daniel, effectivement, ça a été un point commun entre eux, ce goût des courses, ce goût des chevaux. Et elle va elle-même monter sa propre écurie. C'est vraiment un point commun entre Daniel et Sylvia, ce goût des courses. Elle y allait sans arrêt, toutes les semaines. C'est d'ailleurs là que je l'ai rencontrée, à Longchamp. J'ai accompagné sur les champs de course de Vincennes pour voir courir un des chevaux qu'elle avait pu récupérer. Elle m'a même fait parier dessus, j'ai perdu. Pas elle, puisque lorsqu'un cheval arrive, même pas premier, les propriétaires gagnent toujours des sous avec. Ça aussi, c'est un autre monde. Voilà, c'était sa passion. Le couple file le parfait amour. Mais Sylvia doit désormais se faire accepter par les fils de Daniel, nés d'un premier mariage. Alec, 24 ans, et Guy, 19 ans. Elle s'entendait très bien avec Alec, un peu moins avec Guy, parce que Guy, elle a toujours exprimé à tout le monde, pas qu'à moi, qu'il était hypocrite et qu'elle se méfiait beaucoup de lui. Voilà, mais bon, je dirais que dans toutes les familles recomposées, il y a des difficultés. La famille fonctionne en clan, mais en clan d'hommes, uniquement en clan d'hommes. Et ils ont systématiquement écarté les épouses.
Le 28 octobre 1978, après 14 années de vie commune, Daniel finit par épouser Sylvia. La cérémonie se déroule à New York, là où réside le couple. Mais ce mariage est plus important pour Daniel que pour Sylvia. Et lorsqu'il a demandé en mariage Sylvia à New York, elle lui a demandé « Mais pourquoi veux-tu m'épouser ?» Parce que c'est une femme libre, elle n'avait pas besoin de se marier. Il lui a répondu « Pour te protéger de mes enfants ». Et elle ne l'a jamais cru. Alors, pourquoi Daniel veut-il protéger Sylvia? Quelle sorte de menace les deux fils seraient-ils pour Sylvia? Alec et Guy veulent-ils écarter leur belle-mère de l'héritage de leur père? Nous sommes à Paris, en 2001. Aux côtés de Daniel, un des plus grands marchands d'art du monde, Sylvia mène une vie de milliardaire. Mais alors que le couple vient de fêter ses 25 ans de mariage, un drame s'abat sur la famille. Daniel est gravement malade et le 30 octobre, il décède d'un cancer. Sylvia apprend la nouvelle par ses beaux-fils. On l'a simplement prévenu par téléphone, non, c'est pas la peine que tu montes, ton mari est mort. Elle n'a aucun problème avec eux. Mais manifestement, tout de même, de la part d'Alec et de Guy, cette belle-mère devient tout à coup un peu encombrante. Daniel décédé, le patriarche de la famille laisse derrière lui un héritage colossal. Une fortune immense de 4 milliards d'euros. Sylvia, son épouse, doit en toucher la moitié. J'ai prouvé qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté. Ils lui ont expliqué que si elle ne renonçait pas à la succession, le fisc allait la poursuivre elle, et que si elle renonçait à la succession, elle ne serait pas poursuivie. Ils l'ont absolument épouvantée pour qu'elle renonce à la succession en lui disant « Que vas-tu faire si un juge d'instruction vient te voir, ils vont te saisir tes bijoux, etc. » C'est, semble-t-il, la raison pour laquelle elle signe en faisant confiance à ses deux beaux-fils. Sylvia ne s'est jamais mêlée aux affaires de son mari. Et la veuve est un peu perdue avec l'administration française. Et en plus, elle est étrangère. Elle est en France, elle ne connaît pas les lois. Elle a grandi en Israël puis à New York, donc elle a beaucoup vécu à Paris, mais sans jamais, je pense, voir le début d'une déclaration d'impôt, voire même d'un papier officiel de sa vie. C'était pas son job, il y avait d'autres gens qui s'en occupaient pour elle. Elle était totalement dépendante de ses beaux-enfants. Aussi, Sylvia renonce à l'héritage de son mari, estimé à 4 milliards d'euros, sur les conseils de ses beaux-enfants. Guy et Alec ont quand même conscience qu'ils ne peuvent pas non plus déshériter totalement leur belle-mère. Ce n'est pas l'objectif, ça ferait scandale en plus. Donc il y a un accord à l'amiable où elle a effectivement quand même 400 000 euros par an de rente.
Et il y a aussi l'écurie. Elle conserve son écurie. Donc normalement, tout doit bien se passer parce que 400 000 € par an, ça commence à faire. Avec 400 000 € de rente par an, Sylvia serait donc à l'abri du besoin. Sauf que bon, Sylvia est très dépensière, donc 400 000 € par an, c'est pas tant que ça pour elle. Quand on a eu un train de vie de milliardaire, il s'avère que finalement, parfois, on a du mal à joindre les deux bouts. Sylvia doit aussi déménager. Elle quitte son luxueux appartement avenue Montaigne pour s'installer dans le 16e arrondissement, dans un appartement de 500 mètres carrés. Elle renonce à son héritage, il explique que son mari est mort ruiné et qu'elle va devoir une fortune au fisc. Donc ça ne l'étonne pas d'être obligée de changer d'appartement, ça ne l'étonne pas de se retrouver avec des murs nus. Il n'y a plus de tableau, là. Non, non, une sculpture d'une de ses amies, mais plus de tableau, là. Plus rien. Alec et Guy lui reprennent même un cadeau de Daniel. Une toile exceptionnelle de Pierre Bonnard, le nu rose à la baignoire, estimé à 20 millions d'euros. Le nu rose à la baignoire de Bonnard fait partie des rares tableaux dont Sylvia se souvenait parce qu'il était accroché chez elle, longtemps. Donc voilà, elle s'en souvenait presque autant que de ses chevaux. C'est-à-dire que ce tableau était fait pour illuminer les murs de son salon. Donc, elle a vécu pendant des années avenue Montaigne avec ce tableau. Entre les écuries et son train de vie de milliardaire, Sylvia se retrouve très vite à court d'argent. Et elle commence à regretter d'avoir renoncé à l'héritage de son mari. Et d'ailleurs, quand je l'ai rencontrée, elle me l'a dit franchement, elle m'a dit, j'ai été vraiment con, une conne. Je n'aurais pas dû signer ce papier. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ils m'ont embobiné, ils m'ont dit que c'était normal, que si je ne signais pas ce papier, le fisc allait me poursuivre, on devait une fortune au fisc. Oui, c'était totalement abstrait. Jamais elle n'a parlé d'argent avec son mari. Elle n'en a jamais manqué, elle n'en parlait jamais. Mais quelques semaines plus tard, après avoir renoncé à l'héritage de Daniel, l'avocate de Sylvia fait une découverte étonnante. Son mari n'aurait jamais été ruiné, comme l'ont prétendu ses beaux enfants. Mais il n'était pas ruiné du tout, puisqu'il avait, sa fortune était en Suisse, aux États-Unis, en Angleterre, il y avait propriétés en Afrique, au Kenya, les îles du Vierge britanniques, différentes écuries, différents élevages, des tableaux absolument exceptionnels dans le monde entier. Alors, pourquoi les fils du milliardaire ont-ils menti à Sylvia? Ont-ils voulu spolier leur belle-mère en la faisant renoncer à la fortune de son mari? Et peut-elle encore prétendre à sa part d'héritage? À Paris, en janvier 2002, Sylvia, la femme d'un marchand d'art millionnaire, vient de renoncer à l'héritage de son époux, le pensant totalement ruiné et criblé de dettes. C'est en tout cas ce qu'ont prétendu les fils de son défunt mari. Mais au moment de régler la succession, Alec et Guy déclarent au fisc une somme bien étrange. 40 millions, c'est encore fort peu. C'est probablement ce qui a été estimé dans l'appartement de Daniel, c'est-à-dire les œuvres qu'il avait chez lui. Voilà. Mais tout ce qu'il avait dans ses dépôts nombreux, variés, il en avait, et on n'a toujours aucune idée. On est bien au-delà. Daniel, que ses fils disaient ruiné, aurait finalement un héritage de 43 millions d'euros. Mais cette somme ne serait qu'une petite partie de son patrimoine. C'est une blague. C'est-à-dire que même leur hôtel particulier à Manhattan vaut pratiquement plus que ça. Par rapport à ce que peut coûter
un Manet, un Monet, ils en ont des dizaines. Donc évidemment, ce n'est pas du tout à la mesure de l'empire de la famille. Donc 43 millions d'euros, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la fortune de la famille. Il faut bien le savoir. Dans leur déclaration au fisc, Alec et Guy auraient sous-évalué la fortune de leur père. Mais surtout, ils vont commettre avec Sylvia l'irréparable. Il était propriétaire de 6 chevaux, 6. Et ils ont voulu les mettre dans une structure irlandaise. Et elle ne comprenait pas pourquoi elle n'était plus propriétaire de ces chevaux. Et c'est ça qui l'a alertée. Et elle est venue me voir au tout début pour cela, en me disant, voilà, j'ai des chevaux, je ne comprends pas, structure irlandaise, pourquoi, etc. J'ai fait arrêter le processus, je lui ai dit, vous ne signez pas, j'ai fait arrêter le processus à garder ses chevaux. C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment folle de ces animaux, au bon sens du terme. Lorsqu'elle se rend compte qu'elle n'a plus ses chevaux, qu'elle ne peut plus aller les voir, que ça pue à elle, tout simplement, des chevaux que Daniel lui avait personnellement offerts, se souvenait-elle, elle s'en inquiète. Cette fois, Lorsque Sylvia va voir Claude Dumont-Béguy, elle arrive avec un certain nombre de papiers auxquels elle ne s'était jamais intéressée auparavant, évidemment, mais qu'elle retrouve dans ses coffres, dans ses affaires. Et parmi ces papiers, il y a notamment une liste de 19 bonnards, listés de la main même de Daniel et donnés à Sylvia nommément, qui font partie d'un trust, ces 19 bonnards, et qui sont d'ailleurs au nom de... Ça s'appelle le Sylvia Trust. Donc c'est évident que ce sont des tableaux qui sont destinés à Sylvia. Sylvia serait donc l'héritière de 19 tableaux, dont la valeur avoisine les 65 millions d'euros. Problème, Daniel les a placés dans un paradis fiscal, un trust aux Bahamas, et Sylvia n'y a pas accès. Un trust, aujourd'hui, c'est une disposition juridique par laquelle une personne propriétaire de quelque chose, par exemple d'un bien immobilier, il décide qu'à un moment donné, une autre personne en deviendra propriétaire. Dans le trust, vous pouvez presque tout mettre. Des œuvres d'art, des immeubles, des valeurs mobilières, tout ce qui est possible et tout ce qui potentiellement a de la valeur peut être mis dans un trust. Autrement dit, Sylvia est bien la bénéficiaire des tableaux, mais leur propriétaire, c'est le gérant du trust. Et sans son accord, Sylvia ne peut vendre aucune toile. Ce trustee, c'est lui le véritable propriétaire. À partir du moment où ça commence à être compliqué entre Sylvia et ses beaux-fils, le trustee s'oppose à la vente des bonnards. Alors, pourquoi Alec et Guy bloquent-ils la vente des 19 tableaux dont Sylvia est la bénéficiaire? Sylvia parviendra-t-elle à récupérer cet héritage? Et où mènera cette guerre entre les beaux enfants du défunt et la veuve? Nous sommes en 2009 à Paris. Sylvia, la veuve de Daniel, un marchand d'art milliardaire, a récupéré 15 millions d'euros de sa part d'héritage. Mais elle découvre qu'elle serait aussi l'héritière de 65 millions d'euros placés dans un paradis fiscal. Mais cette somme, elle ne peut l'empocher, car sa belle famille fait blocage.
Un butin qui ne serait jamais apparu sur les écrans radars du fisc français. Normalement, tous les biens doivent être versés à la succession. Donc tous les biens, c'est tout. C'est l'argent, c'est les biens immobiliers, c'est les tableaux, c'est les chevaux. Or, à l'époque, la famille a estimé que les trusts ne devaient pas être versés à la succession puisqu'ils ne les ont pas déclarés. Pour un notaire, notamment, que j'avais interrogé à l'époque, il était clair que ces trusts auraient dû être versés à la succession. Et ce ne serait pas le seul trust du défunt. En fait, si on remonte un peu la nébuleuse des trusts, on en a pratiquement un pour chaque membre de la famille. Chaque enfant, chaque épouse a son trust. Les chevaux, on se dit, ils sont dans une écurie, c'est facile. Non, non, ils appartiennent à une société qui est immatriculée dans un trust en Irlande. Les tableaux, il y en a qui sont dans la zone franche de l'aéroport de Genève, mais d'autres qui sont, sinon physiquement, du moins administrativement, localisés aux Bahamas. C'est une nébuleuse, il y a pas... Personne ne peut s'y retrouver. Avant 2011, on pouvait considérer, enfin même toujours aujourd'hui d'ailleurs, que le trust est une entité qui pourrait servir à favoriser ce qu'on appelle l'évasion fiscale. En 2008, Alec, l'un des fils de Daniel, décède à l'âge de 68 ans. Mais Sylvia reproche toujours à Guy de lui avoir dissimulé une immense partie du patrimoine familial logé dans des trusts. Et en juillet 2009, elle porte plainte. Le parquet de Paris ouvre alors une enquête pour abus de confiance. Et en allant voir Claude Dumont-Béguy, son avocate, Sylvia ne savait peut-être pas qu'elle allait ouvrir la boîte de Pandore. Elle pensait juste pouvoir négocier une rente un peu plus importante, récupérer ses chevaux et trouver un accord à l'amiable. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa nouvelle avocate, Claude Dumont-Béguy, ne fait pas partie de ses rails et que c'est quelqu'un qui est un peu prêt à tout et qui va peut-être pas respecter les règles comme le ferait un bon avocat sur la place de Paris, un ténor du barreau qui aurait trouvé un arrangement. Elle va y aller. Et l'avocate de Sylvia va enquêter aux quatre coins du monde. En 2009, elle découvre au Metropolitan Museum de New York une toile qui aurait été dissimulée au fisc après la mort de Daniel. Le joueur de luth de Caravage. Une toile du XVIe siècle dont la valeur est exceptionnelle. La valeur, pour certains experts, c'est entre 80 et 100 millions pour un tableau. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit d'autres tableaux de Caravage qui sont identifiés et qui seraient mis en vente au-delà de 120 ou 125 millions d'euros, nous sommes dans des proportions absolument astronomiques. Donc, vous voyez un tableau. Est-ce que vous pouvez capter l'immensité de cette fortune? C'est quelque chose de, je crois, qui est très difficile finalement d'appréhender. En voulant récupérer l'héritage de son mari, Sylvia a mis à jour un vaste système de fraude fiscale au sein de sa belle famille. Une grande partie de la fortune de la famille est dans ces trusts, mais moi je n'y ai accès qu'à certains de ces trusts. C'est-à-dire que même l'avocate, on ne peut pas savoir s'il n'y a pas d'autres trusts ailleurs. Ensuite, il y a une enquête fiscale qui a démontré qu'il y avait qui a découvert d'autres trusts. Mais par définition, c'est un monde très opaque. Il n'y a pas que les trusts, il y a quand même la collection de tableaux aussi, qui se trouvent dans des musées, qui se trouvent dans les coffres de la famille aussi, alors rue de la Boétie, à Manhattan, aux États-Unis, mais il y en a aussi en Amérique latine. Il y en a au Japon. Et à partir de là, ça la dépasse, Claude Dumont-Béguy aussi, à mon avis, à un moment donné. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on découvre que la famille est en possession d'un certain nombre de tableaux que ces tableaux doivent nécessairement faire partie de la succession de Sylvia. Entre Sylvia et sa belle famille, le torchon brûle. Elle revendique sa part d'héritage. Mais après 8 années de longues procédures, la veuve du milliardaire est presque ruinée. Elle était très très endettée. Je l'ai vue vendre des meubles. En tout cas, ceux que les banques n'avaient pas déjà saisis, parce qu'elle n'avait plus de quoi payer son train de vie. Les héritiers ayant cessé les versements au moment où ont commencé les procès, s'est retrouvée tout d'un coup avec plus de sous. Et plus de sous, et des gros frais.
Elle y a laissé énormément d'argent, elle y a laissé beaucoup d'énergie, mais elle a fait exactement ce qu'elle avait décidé de faire. Mais Sylvia ne connaîtra jamais la fin de l'histoire. Gravement malade, elle décède le 13 novembre 2010. Et elle m'a signé un mandat post-mortem en me demandant de continuer, d'aller jusqu'au bout après sa mort. Et si elle a mandaté Claude Dumont-Béguy pour continuer après sa mort, c'est bien parce qu'elle était devenue elle-même enragée, mais enragée au bon sens du terme. C'est un sentiment d'injustice qui la révoltait. Je me souviens de l'avoir entendu déclarer, mais c'est normal de payer les impôts. Et elle ne comprenait pas que le reste de sa famille n'ait pas conscience que c'est normal de payer des impôts. Après la mort de Sylvia, que devient son héritage? Qui est son héritier? Et cette affaire fera-t-elle tomber Guy, le dernier fils du défunt, pour fraude fiscale? Nous sommes à Paris, fin 2010. Sylvia, la veuve du grand marchand d'art du XXe siècle, vient de décéder. Mais avant de s'éteindre, elle a porté plainte contre sa belle famille pour abus de confiance. Elle s'estime gravement spoliée dans l'héritage de son mari. Daniel était milliardaire et Sylvia n'a touché que 15 millions d'euros après son décès. Mais quelle somme aurait dû lui revenir? Elle aurait hérité en gros de réserves nécessaires pour un avocat, de l'ordre de 300 millions. Et en janvier 2017, L'ambiance du procès est assez spéciale puisque tout le monde s'observe un peu en chien de faïence. On va faire venir des experts parce que bien sûr, c'est un dossier de famille qui fait vibrer, bien sûr, comme toutes les affaires d'héritage et de famille, surtout quand des millions sont en jeu. Mais c'est aussi un dossier très technique et qui va être observé très attentivement par toute la place financière, puisque c'est aussi le procès des trusts. mais le procès va tourner court, car les avocats de Guy vont se servir d'une faille juridique. En effet, à sa mort, aucune loi
n'encadrait les trusts. Toute l'ambiguïté du dossier, elle est là. C'est-à-dire que vous avez une loi en 2011 qui demande justement de déclarer ces trusts et donc d'en déclarer les biens et de déclarer si vous en héritez. Or, Daniel, le patriarche, meurt en 2001 et l'affaire commence en 2008-2009. Donc les juges vont dire votre affaire était prescrite. En fait, vous avez fait votre déclaration, la loi n'existait pas encore. Il y a un principe juridique, c'est qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sans un texte législatif ou réglementaire. Après plusieurs jours de procédure, le président du tribunal reconnaît une claire intention d'évasion fiscale. Pourtant, il prononce un verdict qui va faire polémique. Il commence comme ça. Le président, au moment du délibéré, au moment de la lecture du jugement, va dire « Ma décision peut heurter le sens commun ». Et effectivement, la relaxe générale va surprendre tout le monde. Tout le monde. Toutes les parties, même les banques et les notaires, ceux qui les avaient aussi aidés ou géré leur montage étaient poursuivis, tout le monde a été relaxé, confirmé en appel. Aujourd'hui, le verdict a été confirmé en appel, mais le parquet s'est pourvu en cassation. Le fisc réclame de son côté 550 millions d'euros aux héritiers de Daniel. Quand on parle de centaines de millions d'euros, il faut savoir à quoi ça correspond. C'est d'une part l'impôt qui n'a pas été payé, les droits de succession potentiellement, les intérêts de retard depuis la date du décès, plus des majorations qui peuvent aller jusqu'à 80% du montant de l'impôt éludé. C'est la première fois en 2009 que était évoquée la notion de trust. Et donc nous sommes effectivement dans le cadre d'une situation absolument exceptionnelle. Sur le plan financier, nous dépassons toutes les limites de ce que nous pouvons nous imaginer en termes de fortune. En fait, quand on est milliardaire, on doit se méfier de tout le monde. Et donc ça peut être des beaux-fils, ça peut être des amis, ça peut être des avocats, mais en tout cas, il faut vraiment se méfier à tous les niveaux. C'est des histoires d'héritage, même dans des familles contre 3 francs 6 sous, ça peut déchirer les familles. Alors vous imaginez quand il y a des milliards en jeu. Sylvia en a fait les frais. Sur sa part d'héritage, estimée à 300 millions d'euros, elle n'aura touché que 15 millions de son défunt mari, milliardaire.